Dans quelques instants, votre webinaire va commencer. Avant cela, nous souhaitions vous donner quelques indications pratiques pour utiliser la plateforme Livestorm dans les meilleures conditions. Tout d'abord, nous vous recommandons d'utiliser de préférence les navigateurs Chrome ou Firefox dans leur version la plus récente. Pour une expérience optimale, il est également préférable d'avoir une bonne connexion Internet, en fermant notamment toute application consommant de la bande passante. Lorsque le webinaire débutera, nous vous conseillons de désactiver le son des notifications de la plateforme en cliquant sur le bouton illustrant une cloche que vous pouvez retrouver dans vos onglets « Questions » en bas à droite de votre écran. Ces deux onglets ont des utilités différentes. L'onglet « Chat » est votre espace d'échange privilégié pour poser vos questions aux intervenants, réagir, partager des informations ou tout simplement discuter avec les autres participants. L'onglet « Questions », lui, est mis à votre nom afin que vous puissiez poser vos questions à l'équipe technique qui gère le webinaire. C'est ici que vous devrez vous rendre si vous rencontrez des problèmes de son, d'image ou de connexion. À tout moment, vous pouvez masquer ces onglets en cliquant une fois sur leur symbole. L'équipe d'ADO Conseil vous souhaite un excellent webinaire. Et bonjour à tous. Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire d'information organisé par le Handipact Nouvelle-Aquitaine, qui est un dispositif régional du FIPHFP. Ce webinaire s'intitule « Travailler ensemble quand l'inclusion améliore la qualité de vie et les conditions de travail ». Vous êtes tous normalement inscrits à ce webinaire, donc j'espère que vous êtes tous au bon endroit, mais normalement oui. Nous allons passer 1 heure ensemble. 1 heure pendant laquelle nous mettrons en lien le thème de la QVCT avec les politiques handicap et nous verrons que ces deux concepts ne sont pas si différents les uns des autres. Et pour illustrer nos propos, nous aurons la chance d'être accompagnés par 3 témoins qui sont déjà présents et qui prendront la parole pour échanger sur un dispositif spécifique qu'ils ont développé dans le cadre des démarches QVCT. Avant de commencer, nous avons également la chance d'avoir Florence Guéry qui est avec nous, qui est directrice territoriale handicap de Nouvelle-Aquitaine et qui voulait vous faire un petit mot avant que nous commencions ce webinaire. Florence, si vous êtes là et bien connectée, je vous laisse la parole. Si nous n'avons pas... On ne vous entend pas, il y a peut-être un petit souci de connexion. Est-ce que vous nous entendez, Florence ? Non. On va essayer de régler le, le petit souci et de revenir un petit peu après. Du coup, pour continuer le tour de présentation, nous aurons également Emeline Simondé, que vous connaissez, qui est à la régie au chat, qui est coordinatrice Handipact Nouvelle-Aquitaine et Bretagne, et qui l'a été durant ces 4 dernières années. Elle nous quitte malheureusement à la fin de cette semaine pour une nouvelle aventure professionnelle. Donc, on va lui souhaiter bon vent et bonne chance et merci pour tout le travail qu'elle a fait à nos côtés ces 4 dernières années. Donc, avant de commencer, on va juste faire un petit tour sur le rappel des règles du jeu. Donc, ce webinaire a une visée informative sur un format court, donc on ne pourra pas rentrer dans un détail des plus minutieux sur tout le sujet. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble et nous ne pourrons donc malheureusement pas traiter les situations individuelles de chacun. Toutefois, comme on vous l'a dit, il y a un onglet de chat qui est à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions. Et Emeline, du coup, qui est derrière, va recenser vos questions et les fera remonter aux intervenants en temps voulu pour qu'ils puissent y répondre. Donc, ouais, si tout va bien, donc en parlant, du coup, on parle d'intervenants. Les intervenants aujourd'hui, je vais vous les présenter avant de continuer. Donc, nous avons la chance d'avoir Tiffaine Le Brasidec, que vous connaissez pour la plupart sous d'autres casquettes, qui est notamment coordinatrice des Handipact Pays de la Loire et Centre Val de Loire, mais qui aujourd'hui nous accompagne avec sa casquette de consultante, formatrice et experte en QVCT, et qui témoigne sur un dispositif qu'elle a développé avec Jean-Christophe Violande, qui est directeur de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines,
ou en raccourci la PFRH du Centre Val-de-Loire, et Alexandra Nallet, qui est responsable du pôle d'appui aux ressources humaines, pareil en acronyme PARH, du Centre Val-de-Loire, et également correspondante handicap académique de l'Académie Orléans-Tours. Donc tous les trois nous témoigneront dans un second temps de leur expérience. Merci à vous trois d'être présents aujourd'hui. Et on vous expliquera leur rôle et leur mission de formation et autour de cette sensibilisation dans un second temps. Donc merci beaucoup. Est-ce que Alexandra, Tiffaine et Jean-Christophe, vous ai-je bien présenté ou souhaitez-vous rajouter un petit mot sur... Tout va bien? Nickel. Florence, est-ce que vous nous recevez ou avez-vous récupéré une connexion avant qu'on poursuive? Je crois malheureusement que non. Donc continuons et reprenons le direct. Donc comment va se passer cette heure que nous allons passer ensemble? Assez rapidement, voici un petit programme. On va commencer par évoquer la QVCT, bien sûr, et la QVT, qui est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Faire le lien entre la QVCT et les politiques handicap. Et bien sûr, le temps de parole principal va être laissé à nos trois témoins qui sont ici présents et qui vont nous parler du dispositif et des formations qu'ils ont donc développées en Centre Val-de-Loire. Et donc, commençons avant cela par la QVCT. Et avant de vous expliquer, de rentrer dans le détail, on a une question à vous poser. Un lien va apparaître du coup dans l'onglet chat. Et on vous invite à vous connecter, ça va vous ouvrir une autre page sur Internet. Et on vous pose la question en un mot. De nous dire ce que vous évoque cet acronyme QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail. Vous pouvez bien sûr soumettre plusieurs propositions, mais c'est mot par mot pour voir où vous vous situez et quelles sont vos représentations de la QVCT. Donc normalement, voilà, un lien Woodclap s'affiche. Et merci Emeline. Alors, il y a déjà quelques belles contributions. Ça bouge. Bien-être revient souvent. Voilà, il y a beaucoup d'idées. On voit que le sujet vous évoque beaucoup de choses. Je vous laisse encore quelques secondes pour soumettre vos contributions. Sachant que les mots qui apparaissent en plus gros sont les mots les plus souvent cités. Donc là, on voit bien se dégager la tendance avec bien-être, avec ou sans tirer, mais les deux sont au même niveau de proposition, où ça bouge encore énormément. J'ai l'impression qu'on pourrait vous laisser 1 heure et que ça va continuer à abonder. Du coup, si on s'arrête, hop, un petit focus sur image, bien-être, donc qui arrive souvent, poste, je vois travail qui ressort aussi en principale tendance. Et on va peut-être clôturer le Woodclap si vous voulez bien. Merci beaucoup pour vos participations. Donc, les mots qui ressortent effectivement bien-être et travail, et on va le voir effectivement, notamment avec cette notion de bien-être qui est beaucoup abordée dans le cadre des politiques QVCT. On parle du coup de QVCT, QVT, mais qu'en est-il en fait dans les textes? Un petit point, donc la QVT, qui est en fait qualité de vie au travail, a été actée par un accord national interprofessionnel dit ANI en 2013. Vous avez sans doute entendu parler, qui héritait en fait des différents changements sociétaux et professionnels qui se sont développés en France. C'est tout un bagage des années 60-70, voire avant. Et en fait, en 2013, avec cet accord interprofessionnel, on acte plus et on pose le jalon d'un cadre de travail qui est plus centré sur le travailleur. En définitive, la QVT se définit comme un sentiment de bien-être au travail qui est perçu collectivement et individuellement, qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie, de responsabilisation, l'égalité
un droit à l'erreur aussi accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Donc on voit déjà que l'écosystème est assez vaste. En résumé, si on devait résumer la QVT, elle a pour principe de réconcilier la satisfaction au travail, qui est plus l'objectif du salarié, et la productivité de l'entité, qui a un objectif d'organisation. Donc la QVT est vraiment le pendant des 2 et cherche un équilibre entre les 2. On parle depuis le enfin je pa on parle depuis le début de QVCT. En fait, en 2020 et notamment après les crises Covid et après les premiers constats qu'on peut faire de la mise en place du télétravail, du travail à distance, on l'accord national interministériel de 2020 souhaite mettre plus et de renforcer le côté prévention de santé au travail et notamment la santé physique et psychique. Bien que présent en 2013, le nouvel accord interministériel ajoute donc une lettre à l'acronyme et on passe ainsi de QVT à QVCT, qualité de vie au travail et conditions de travail. Les 2 acronymes sont encore utilisés maintenant, donc on peut parler encore de QVT et QVCT, mais voilà, on a un petit aperçu de définition. Et au-delà de cette définition, on l'a vu par, effectivement les informations, ça peut être très vaste. On va vous proposer une petite vidéo qui a été, éditée par l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui vous propose de résumer, la QVCT en quelques mots, donc une petite capsule de 2 minutes qu'on vous propose de regarder tout de suite. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est? La qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une démarche qui vise à combiner performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Et pour y parvenir, on cherche à améliorer ensemble la façon de travailler. Et oui, c'est bien le travail qui est au cœur de la démarche, pas les à côté. Parce qu'améliorer le travail, ça profite à tous. Aux clients, puis à l'entreprise. Et aux salariés, bien sûr. Une démarche qualité de vie au travail, ça permet de résoudre les problèmes importants. De production ou d'absentéisme, par exemple. De faciliter les changements. D'innover. Et de répondre aux obligations réglementaires. Voilà. Une démarche collective qui améliore concrètement la façon de travailler pour combiner performance et bien-être. C'est ça, la qualité de vie au travail. Et les lundis seront plus faciles. Voilà pour, cette petite vidéo. Je vois dans le chat que certaines personnes n'ont pas pu la voir. Vous inquiétez pas, vous avez le lien qui est référencé dans le chat et on vous le renverra à la fin, pour, que vous puissiez avoir accès au replay si malheureusement vous ne l'avez pas vu. Mais je vais vous en faire un petit résumé et ce que vous avez pu voir de cette vidéo, c'est que le mot principal qui ressort de la QVT et le bien-être. C'est effectivement en plus le mot que vous avez, le plus souvent cité sur, la première petite question qu'on vous a posée. Donc on constate bien qu'il y a un lien qui se tisse entre les volontés du salarié, et la recherche d'un bien-être sur son lieu de travail, qu'il faut concilier avec les performances de l'entreprise. En filigrane aussi de cette vidéo, on a pu voir que les démarches QVCT nécessitent l'implication de toutes les strates, en fait, de l'entreprise pour la valoriser et avoir un impact positif. Il faut vraiment que ce soit un travail collaboratif, transversal et qu'il est important de le mettre en place pour aborder les 3 enjeux qu'englobe aussi cette QVCT, à savoir les enjeux liés au travail. Donc on souligne l'autonomie du salarié, l'intérêt et le sens qu'on accorde au travail, la capacité de chacun à s'exprimer, mais qu'on met aussi en association avec les enjeux sociétaux, les caractéristiques, des populations de travail, leur âge, leur handicap, le genre, mais aussi l'éloignement de leur lieu de travail ou encore, le soutien qu'on peut amener pour une personne qui revient à l'emploi. Et le dernier enjeu pour les entreprises, c'est les enjeux liés au marché, parce qu'on doit toujours répondre à des exigences de clients, donneurs d'ordre et considérer la concurrence et toute autre chose. Donc voilà, la QVCT en fait englobe tout cet écosystème, et tente d'y répondre. On le voit aussi et il y avait un petit encart,
assez drôle, c'est qu'on a tendance dans l'opinion commune à s'imaginer la QVCT comme le fait de mettre un baby-foot ou un billard dans une salle commune et d'offrir des fruits et des corbeilles de fruits à ses collaborateurs. La QVCT, bien sûr, vous l'aurez compris, va beaucoup plus loin que ça et englobe tous les champs et toute la systémie de l'organisation de l'entreprise. Et on va voir du coup, grâce à une petite marguerite développée par l'ANRACT Méditerranée, qui est un département de l'ANACT, que ce qu'englobe en fait vraiment cette QVCT. Donc là, vous avez une marguerite qui s'affiche à l'écran où un pétale en fait égale une catégorie. Comme vous pouvez le constater, il y a 6 grandes catégories qui sont agrémentées tous de 6 sous-propositions qu'on ne vous a pas fait apparaître à l'écran pour ne pas surcharger. Mais là, ça vous donne les 6 grandes dimensions donc, de cette QVCT avec le management participatif et l'engagement des collaborateurs, la relation au travail et le climat social qui est important, le contenu du travail et l'autonomie que chacun peut avoir dans son travail et qui est importante, la santé au travail. Donc comme on l'a dit en introduction, c'est vraiment ce qui est rajouté avec cette QVCT quand on est passé de l'un au second acronyme. Les compétences et les parcours professionnels et l'égalité professionnelle pour tous. Qui peut s'engendrer, où là, on peut retrouver de l'aménagement des horaires, l'usage des outils de communication, l'égalité homme-femme, etc. On rentre pas plus dans le détail parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir nos intervenants qui témoignent de leur expérience. Mais là, c'est plus pour vous fixer le cadre en fait de cet environnement et de cet écosystème où effectivement tous les salariés, quel que soit leur statut, est concerné par les démarches QVCT au sein de vos structures et par l'intégralité des dimensions de cette marguerite. La santé, d'ailleurs, au travail, comme on l'a vu, a une place importante et on a une deuxième question à vous poser et là, on vous invite à y répondre via le chat que vous avez sur votre à la droite de votre écran, pardon. Selon vous, quel est le pourcentage d'actifs du secteur privé et public confondus qui déclarent connaître un ou plusieurs problèmes de santé chronique dans son travail? Par santé chronique, on entend un symptôme qui dure dans le temps ou qui se répète régulièrement. Il peut s'agir de périodes de stress, d'anxiété, mais aussi de douleurs physiques ou autres. Est-ce que selon vous, c'est 20%, 40% ou 60% des actifs qui se déclarent connaître un ou plusieurs problèmes? Alors, je vois une majorité de réponses de 40%. 40%, 20%, 60%. Vous êtes nombreux, je n'arriverai pas à faire une vraie statistique de répartition de vos réponses, mais vous êtes en majorité 40%. Merci beaucoup d'avoir participé. En fait, la réponse est 60%. Vous n'étiez pas loin, mais 60% effectivement des actifs estiment connaître des soucis de santé chronique au sein de leur travail. C'est un chiffre un peu à prendre avec des pincettes parce qu'il est issu d'une enquête INSEE qui date de 2007, donc qui est un peu ancien et qui a été publié par la DARES en 2010. On peut aisément considérer que ce taux a augmenté, mais bon, ce qui est important en fait dans ce pourcentage, c'est de voir la répartition. Et en fait, on constate que les principaux problèmes qui remontent des salariés sont des problèmes liés à du stress et à de l'anxiété. Ensuite viennent des problèmes de dos pour 26% et en dernier des maux de tête et des migraines. Donc voilà, le stress et l'anxiété sont les premiers facteurs. Je me doute que ces chiffres interpellent et ce pourcentage interpelle et j'ai également moi envie d'interpeller plutôt Tiffaine. Est-ce que tu as un commentaire, toi qui as cheval sur l'activité, c'était le handicap et tu veux bien nous apporter ton regard sur ces 60%? Oui, bonjour à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors oui, 60%, moi aussi je m'étais trompée quand j'ai répondu à cette question il y a quelques jours en préparant ce webinaire. Je m'étais dit 40-60%. On se dit 60% de la masse de personnes, actives, c'est énorme. Et en fait, ça fait quelques années que je travaille sur la question du handicap et en fait, on dit souvent, finalement, 1 personne sur 2 sera concernée par le handicap au cours de sa vie et cetera. Donc en fait, on se rend compte que ce soit, un handicap reconnu ou pas, ou juste sans vouloir minimiser bien sûr, mais que ce soit une forme de souffrance au travail qui ne soit pas
reconnu de manière administrative comme un handicap, en fait, on voit que ça concerne énormément de personnes. Et donc ce que ça m'évoque ce chiffre-là, c'est de me dire, en fait, la question de la QVT et du handicap sont très liées, même intimement liées, puisqu'on voit Catherine, disait, les problèmes de stress et d'anxiété arrivaient en premier. En fait, souvent une forme d'épuisement professionnel, de stress lié, par exemple, à une organisation, managériale défaillante ou une pression ou un contexte contraint, avec, des rythmes, voilà, on a tous, des dossiers qui croulent et cetera. Ben, tout ça peut générer du stress, qui peut générer de l'anxiété, qui peut générer derrière un handicap. Donc on voit là que les conditions de travail peuvent aussi être vecteurs de handicap derrière. Et d'ailleurs, autre chiffre, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, mais en faisant quelques recherches, il y a une étude qui a été menée, sur la population adulte européenne qui nous indique que 27 de la population est concernée par des troubles psychiques, donc tout ce qui va être, anxiété, dépression, et cetera. Donc en fait, ça concerne énormément de monde. Donc ce que j'ai envie de retenir de ce chiffre-là, c'est me dire si on agit ensemble sur la question de la QVT, en fait, on va agir en prévention du handicap. Alors pas de toutes les formes de handicap, mais en tout cas, je crois qu'on a un gros chantier, à mener ensemble, pour pouvoir prévenir un maximum et éviter que ça se transforme en situation de handicap derrière. Tout à fait. D'ailleurs, tu parles de prévention et tu as cité, quelques chiffres. C'est vrai que l'arrivée et la survenue du handicap est autour de l'âge de 47 ans, donc on peut facilement, se projeter et dire que ça peut venir au cours de la carrière et lorsqu'on est déjà en place, avoir un handicap qui se déclare à un moment, effectivement, au cours de sa carrière. D'ailleurs, si on revient à cette Marguerite, on voit très bien que dans, dans le pétale, pardon, le pétale, pardon, égalité professionnelle pour tous, la prise en compte du handicap a, clairement sa place, à côté de l'égalité professionnelle femmes-hommes, la pyramide des âges et cetera et il est vraiment considéré, dans cette Marguerite. La prise en compte, en fait, peut se traduire, différemment et on va pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des collaborateurs en situation de handicap, vous pouvez bien sûr les accompagner et aussi dans le cadre de vos politiques handicap, sur de l'aménagement de poste, sur, une organisation de son temps de travail, peut-être en changeant les plannings ou en acceptant d'adapter la rotation sur les postes. En mettant en place une formation spécifique aussi pour, que votre collaborateur prenne, plus conscience de son écosystème et de son environnement de travail et la prise en compte du handicap, au-delà de la personne en situation de handicap, concerne également les équipes autour parce que vous pourrez proposer effectivement des sensibilisations, des formations pour, les collègues, pour, tous vos collègues pour qu'ils puissent être sensibilisés, aux questions du handicap et à sa prise en compte. Donc, sur le résumé de la QVCT et le lien avec les politiques handicap, on voit bien, et Tiffaine l'a souligné, c'est que les politiques et les démarches QVCT peuvent servir de prévention au développement des situations de handicap et accompagnent également les salariés en situation de handicap dans leur quotidien et dans leur prise de poste pour les accompagner. Si, Tiffaine, est-ce que je peux encore te poser une question, toi qui es spécialiste du coup de la QVCT et merci pour ton intervention sur la Marguerite. Est-ce que tu vois un autre lien à faire entre le handicap et les démarches QVCT au travers des autres pétales qu'on a vus sur cette Marguerite? Oui, absolument. En fait, c'est un peu réducteur, je trouve de le cantonner le handicap dans cette pétale, égalité Mmh. professionnelle, parce qu'en fait, j'aurais presque envie de dire la prise en compte du handicap, on peut le retrouver dans tous les aspects de la QVCT puisque si on parle, par exemple, on voit en haut là, management, relations au travail et cetera. On peut se dire, dans ceux qui nous écoutent, je crois savoir qu'il y a beaucoup de référents handicap, donc qui travaillaient sur, l'intégration, le maintien en emploi des agents qui sont concernés, par un handicap. En fait, de manière sous-jacente, j'ai envie de dire, vous travaillez aussi à l'amélioration de la QVCT puisque, Mmh. par exemple, sur les relations de travail, vous allez sûrement, dans le cadre de l'intégration d'une personne en situation de handicap,
proposer un temps d'intégration, une réunion avec l'équipe et le manager pour expliquer, dans la mesure du possible, avec le respect de la parole évidemment de ce que souhaite la personne concernée, mais vous allez peut-être organiser une sensibilisation, un échange avec l'équipe, peut-être une médiation dans des moments qui seraient conflictuels. Donc finalement, votre action en faveur du handicap et de l'inclusion, si je prends de manière générique, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, sur les 2 pétales, relations, travail et management, en fait, on voit que c'est déjà, on est déjà en plein dedans, quoi. Mmh. Si je prends un deuxième exemple sur, par exemple, le contenu du travail, on va aussi retrouver des choses que vous faites en tant que référent handicap, par exemple pour, je pense à, si je prends un exemple très précis, trouble 10, on a besoin d'adapter, le mode de transmission des consignes. Par exemple, des personnes vont préférer, avoir une transmission des consignes par oral, d'autres par écrit, d'autres les 2, d'autres vont avoir besoin une réduction du temps de travail, ou un aménagement des horaires et cetera. Un étalement des tâches, enfin bref. Donc ce que vous allez faire sur le contenu du travail, va permettre d'améliorer la qualité de vie de la personne en situation de handicap concernée. Et si on élargit, je dirais même améliorer la qualité de vie au travail de l'équipe de manière générale, parce que vous allez définir des processus, une gestion des documents, par exemple pour faciliter l'accessibilité des documents, vous allez rendre les documents plus lisibles, vous allez espacer et cetera. Pas les règles typographiques, vous allez faciliter la vie du plus grand nombre. Donc j'ai envie de dire presque toutes les pétales Mmh. peuvent concerner aussi, les actions que vous menez dans le cadre de la politique handicap. J'ai envie de dire la politique handicap nourrit la QVT et si on ferme la boucle, la QVT va aussi nourrir ce qu'on disait tout à l'heure en prévention, les situations de Mmh. handicap. Donc j'ai l'impression que si on le met en œuvre à fond, ça peut être un cercle vertueux. Tout à fait. Merci Émilie, Tiphaine, pardon, pour, effectivement, on le voit, les axes de développement sont nombreux et très transverses et on considère l'intégralité de ces pétales et tu as bien teasé, en fait, le le projet et l'entrée en scène de nos 3 intervenants. Juste pour rappeler votre projet, donc on va parler de cet exemple qui a été développé par la PFRH du Centre Val-de-Loire, qui a souhaité du coup se saisir du sujet de la QVCT. En 2002, la PFRH se lance dans un projet qui s'intitule Comment 2022 j'ai pas et non pas 2022, 2002. C'était pardon. bien l'année dernière. Excusez-moi, sinon ce n'est pas on ne remonte pas 20 ans en arrière, mais l'année dernière, pardon, merci Tiphaine. Donc en 2022, la PFRH se lance dans un projet qui s'intitule «Comment prendre soin de soi dans un contexte complexe» et concrètement, ce projet, en fait, se structure autour de plusieurs temps de formation et nous avons la chance donc d'avoir nos 3 intervenants qui ont chacun joué un rôle différent dans le développement, de ce projet. Jean-Christophe Violande donc qui est, on le rappelle, à l'origine de la démarche, qui est le commanditaire à la PFRH. Tiphaine, que tu as développé donc les contenus de formation et tu as animé ces sessions de formation et Alexandra Nallet, vous avez participé à ces formations et vous allez nous témoigner, des acquis qui vous ont été, amenés. Et ma première question, en fait, va plus être pour monsieur Jean-Christophe Violande et bien sûr, à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à les poser via le chat et on les relaiera bien sûr avec grand plaisir. Donc ma première question pour Jean-Christophe, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, avec vos équipes, à développer ce projet? Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors peut-être quelques mots déjà sur qu'est-ce qu'une PFRH. Rapidement, la PFRH, c'est la plateforme d'appui interministériel aux ressources humaines. C'est donc un service qui dépend de la préfecture, donc en l'occurrence la préfecture de la région centre, et qui a pour mission de promouvoir les politiques interministérielles en matière de ressources humaines. Donc, vous connaissez certainement la plateforme RH de votre région, puisque je crois que vous venez de différentes régions, donc, puisqu'on travaille à la fois en interministériel et en interfonction publique pour essayer de créer des synergies dans le domaine des ressources humaines. En ce qui concerne plus particulièrement le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, donc la PFRH, elle préside pour la préfète de région le comité local du FIPHFP et elle est membre du comité pilotage du Handipact. Et là,
plus en ce qui nous concerne dans le domaine de l'environnement professionnel. Je dirais notre rôle, c'est d'animer les politiques qui sont liées à la mise en place du plan santé au travail, la mise en place nationale, et notamment le volet qualité de vie, conditions de travail. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait mis en place ce projet. Donc, comment on fonctionne sur ces objectifs? Eh ben, notre travail, c'est de croiser en fait les objectifs nationaux avec le besoin qui remonte des acteurs du terrain, donc des services qu'on anime en termes de réseau, donc dans différents domaines, réseau RH, réseau de prévention, et effectivement, c'est le réseau des correspondants handicap. Et du coup, vous avez recensé les besoins. Comment vous avez évalué les besoins de vos collaborateurs et répondu à leurs demandes? Alors, on n'a pas fait de recensement, par exemple, sous forme d'enquête. Nous, on se sert beaucoup des remontées à travers nos réunions de réseau. En l'occurrence, on anime les réseaux des acteurs de la prévention qui nous font remonter les problématiques de leur service. Et on anime également les réseaux, par exemple, des réseaux de directeurs de services. Et donc, je dirais, il y a 3 points importants qui remontaient donc fin 2021, début 2022, quand on a commencé à réfléchir au sujet. Alors, c'est des points que Catherine vous avait souligné tout à l'heure. Il y a l'impact de la crise sanitaire, avec une remise en question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il y a le bouleversement qui est lié au télétravail, avec des changements importants. Et surtout, il y a l'impact des réorganisations dans les services qu'on accompagne, et notamment l'impact sur l'encadrement, avec des surcharges de travail, du stress, qui entraîne, ce qu'on a constaté essentiellement, un manque un peu de lucidité de l'encadrement, qui hésite notamment à prendre soin de soi. Donc, dans un peu ce qu'on a appelé cet environnement complexe, c'est à partir de là qu'on a essayé de voir ce qu'on pouvait mettre en place. Et donc, vous avez fait le choix de développer un programme en fait de formation qui s'adressait à quel public premièrement? Alors nous, on n'intervient pas directement auprès des agents. On essaie de créer, de lancer des choses. Donc là, pour initier, pour favoriser l'appropriation de la démarche, on a décidé de cibler deux publics, donc les professionnels RH, donc responsables RH, professionnels du domaine de l'action sociale, de la prévention et l'encadrement. Ça a été nos deux cibles. Les professionnels RH également dans un objectif que ça donne envie à ces personnes-là, à la fois en vivant la formation et en leur donnant des billes pour la remettre en place, que ça leur donne envie de mettre en place ces démarches dans leur structure. D'accord. Merci beaucoup. Et donc toi, Tiffaine, tu as accompagné donc la PFRH pour développer ces programmes de formation, donc en se basant des remontées terrain et en s'adressant en plus donc à des managers ou à des ressources humaines. Comment en fait, comment tu as constitué cette formation? Comment tu l'as pensée? Tu l'as développée? En quoi ça consistait en fait? Déjà, on a beaucoup échangé avec la PFRH sur ces constats dont on vient de parler, Jean-Christophe, sur une forme d'épuisement professionnel, que ce soit au niveau de l'encadrement, voilà, dans différents services, et on s'est demandé ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de donner du sens, même si dans la fonction publique, beaucoup sont là par sens de l'intérêt général. Donc cette question du sens, elle est présente. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de donner de l'air un peu dans ce contexte complexe que décrivait Jean-Christophe, avec beaucoup de charges de travail, des rotations d'effectifs, beaucoup d'arrêts de travail parfois, dans certains services, un manque de personnel, etc. Donc comment est-ce qu'on peut, au niveau individuel déjà, puis au niveau collectif, essayer de régénérer son énergie, réussir à un peu tenir le cap dans ces journées. Et donc, on a développé en effet un programme de formation qui se voulait le plus expérientiel possible. On voulait offrir la possibilité aux participants issus de plein de services de la fonction publique différents, s'offrir une journée pour prendre du recul, pour respirer, pour
je dirais vulgairement poser son sac, déposer son sac un peu, et je vois Alexandra qui sourit et j'ai hâte d'avoir son retour, mais c'était vraiment s'offrir ce temps où on relâche les épaules, on prend le temps de respirer, on prend le temps aussi d'enlever ce masque, alors pas le masque Covid, mais le masque qu'on peut se mettre, parfois parce qu'il faut tenir bon, il faut toujours avoir l'énergie et cetera, et avoir ce temps de recul, et de se dire: «Bah, ouais, en ce moment, c'est pas facile», et je le partage avec des pairs, et bah, déjà, ce première étape, de se rendre compte que je suis pas la seule ou le seul dans cette situation de pression, et cetera, d'épuisement, à courir après le temps, à essayer de toujours en faire plus et jamais avoir l'impression de réussir à faire tout ce que je voulais faire. Bah, voilà, cette journée, elle était là déjà pour essayer de se trouver des moyens de se ressourcer, de prendre du recul et cetera. Donc il y avait un premier temps où on avait besoin d'un espace offert aux managers, aux encadrants, aux services RH pour, poser un peu ce qui va pas, pour comprendre aussi, donc il y avait aussi une forme d'apport d'expertise dans cette journée. Comprendre qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce qui nous stresse? Pourquoi on se sent comme ça dans cet état un peu, toujours à courir après le temps et cetera? Donc comment fonctionne notre cerveau? Quels signaux il nous envoie? Comment on peut déconstruire un petit peu tout ça et comment est-ce qu'on peut repérer les signes? Que ce soit chez soi ou chez ses collègues, des signes d'épuisement, que ce soit physique, psychique. Il y a des choses qui nous indiquent que: «Tiens, j'entre un peu dans une zone rouge là», et donc cette vigilance entre collègues. Donc le deuxième temps, donc on a posé notre sac d'abord, ensuite on a essayé de comprendre ce qui nous stresse, et la troisième partie de cette formation, c'était très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Parce que vous travaillez tous dans des fonctions publiques avec parfois des milliers d'agents, des gros établissements, et donc l'idée c'était pas forcément de changer le monde en une journée, mais c'était à mon niveau, individuellement, comment je peux trouver des exercices concrets à mettre en œuvre dans mon quotidien qui me permettent de, bah, voilà, respirer, trouver, une manière de prioriser les choses, de me poser les bonnes questions. Donc on a fait aussi un travail sur la reformulation des questions. C'est quoi mon urgence? Voilà, comment je peux essayer de revoir mes priorités pour, relâcher un peu la pression? Donc on a fait des petits exercices concrets, mais là je laisserai Alexandra nous faire un petit retour d'expérience tout à l'heure. Voilà en gros, les 3 un peu temps forts, enfin ou 3 apports qu'on a voulu apporter dans cette formation. Si je comprends bien, vous êtes un peu sortis des sentiers battus qu'on a l'habitude de connaître en formation pour questionner et avoir un endroit de soupape justement pour partager un peu, ce mal-être qui s'est peut-être développé. Et tu parlais beaucoup, Tiphaine, d'apports descendants bien sûr, mais également d'exercices. Est-ce que tu aurais un exercice à nous faire, partager? Parce que je suis assez curieuse moi de voir concrètement en fait, quels étaient Comme les ça. contenus de votre formation et de ce que si c'est possible que tu nous partages ça, Comme ça en de live, bah, on va c'est pas tout je dévoiler parce que sinon il faudra que les uns et les autres puissent aussi venir parce que bon, ça c'est et on n'a pas Jean-Christophe la qui nous en journée. parlera. Et puis, c'est quelque chose qui nécessite de prendre le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas le temps de Mmh. s'accorder, 1 heure, 2 heures pour prendre soin de soi. Je peux vous assurer par le témoignage de ceux qui l'ont vécu, qu'on a l'impression de perdre une journée, mais en fait, on investit sur la suite parce qu'en fait, c'est l'occasion aussi de réussir à remettre un peu de l'ordre dans tout ça, de relâcher un peu. Mais non, bah, dans les exercices pratiques, on a commencé par, tout simplement, par exemple, une boussole de l'énergie. Le matin, on se positionne dans la salle. Comment ça va en ce moment? Mais comment ça va vraiment? C'est pas juste le «comment ça va» à la volée d'un couloir, c'est vraiment se prendre ces 5 minutes avec du photolangage. On a essayé de décrire notre état du jour, notre état du moment, et avec en se déplaçant dans la salle, on a fait une grande Mmh. boussole de 0 à 100 d'énergie. Comment je me situe dans mon corps, dans ma tête et cetera. Et on a fait après des exercices, comme je le disais, de respiration. On a utilisé la cohérence cardiaque, on a utilisé, des exercices qu'on appelle la question brûlante. On a essayé d'identifier nos forces et cetera, et il y a un exercice que j'adore qui s'appelle, les 3 gratitudes qu'on a fait. Je peux vous inviter à le faire d'ailleurs si vous avez un petit Ah bah, post-it avec grand là, plaisir. à juste à côté de vous, vous pouvez prendre un stylo, un crayon, une feuille et un crayon plutôt. Et les 3 gratitudes, c'est un exercice super pratico-pratique à mettre en œuvre dans son quotidien. C'est chaque soir avant de vous coucher, de vous poser la question, ah ben voilà, Emeline avait même préparé une petite slide, de vous poser la question avant de dormir: «De quoi je suis reconnaissant aujourd'hui?» Prendre 1 minute pour se poser la question. Ça peut être 3 personnes, ça peut être 3 moments, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être un compliment d'un collègue.
Ça peut être le fait que vous ayez bouclé quelque chose qui vous suivait depuis des semaines. Ça peut être un appel d'un ami. Ça peut être plein de choses, mais de trouver 3 choses par jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et donc là, si vous avez déjà une idée pour aujourd'hui, je vous invite à noter sur votre papier. Si vous deviez dire soit merci à 3 personnes aujourd'hui, ce serait qui? Et si vous voulez pousser cet exercice encore plus loin, vous notez pourquoi. Pourquoi vous êtes reconnaissant de ce que vous a apporté cette personne aujourd'hui. Probablement, alors c'est comme le sport, c'est-à-dire qu'il faut créer une bonne habitude. En fait, les exercices qu'on fait dans cette journée, prendre soin de soi, sur la psychologie positive, etc., c'est pour graver dans notre cerveau des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles habitudes qui vont nous permettre d'appréhender les choses d'une autre manière, un peu de déplacer notre regard. Parfois, on a l'impression de regarder tout ce qui dysfonctionne, et là, c'est d'essayer de changer de focale et de se dire: «OK, aujourd'hui, je vais repérer 3 choses positives», même si c'est pas facile, même si c'était une journée, je vais pas employer des mots vulgaires, mais même si c'était une journée pas facile, je trouve 3 choses. Et en fait, on habitue notre cerveau comme ça à voir au moins, à dégager des choses positives dans notre journée. C'est pas de la magie, mais c'est des habitudes à prendre qui, petit à petit, nous permettent de un petit peu poser le regard différemment sur notre milieu professionnel. Je vous invite à le faire au moins, on dit 21 jours pour graver une habitude, mais essayez de le faire au moins 21 jours d'affilée. Prenez un petit calepin sur votre table de nuit et je vous assure que, en plus, probablement, vous dormirez mieux. Merci Tiffaine. Est-ce qu'on peut essayer de le faire là rapidement en 1 minute? Parce que moi, ça m'a donné envie de sans le partager dans le chat, bien sûr, chacun sur son post-it, mais juste pour se plonger dedans et ensuite continuer avec le témoignage d'Alexandra, parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à nous raconter. Mais peut-être, si certains ont envie de nous partager une gratitude de leur journée sur le chat, pour ceux où c'est du domaine privé, pas de souci, mais ça peut être des petits moments de gratitude. C'est toujours sympa aussi de le partager. Je sais qu'il y a une auteure que j'aime beaucoup, Florence Servan-Schreiber, elle le fait à table avec ses enfants et ça peut être partager les 3 gratitudes de la journée en famille ou avec ses collègues. C'est aussi des bons moments dans des réunions d'équipe. Il y a des choses comme ça qui peuvent se déployer très facilement en milieu professionnel. Je vous laisse la parole parce que je pourrais en parler des heures. Non, mais prenons une petite minute. Allez, essayons. Il est 14, on revient, on se laisse jusqu'à 15 pour noter 3 gratitudes à notre entourage. Moi aussi, j'ai pris mon petit stylo et ma petite feuille. Et pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, de les partager sur le chat. Pile. Merci Emeline, merci pour cet exercice et merci à tous pour vos participations. Je vois qu'il y en a beaucoup de vos gratitudes. Effectivement, 3 gratitudes en 1 minute, c'est possible et je pensais pas en noter autant. Donc c'est super. Je vais vous en partager quelques-unes. Michael qui nous partage un rayon de soleil aujourd'hui. Marie-Pierre qui a fait de la gymnousse entre midi et 13h. Donc voilà, des gratitudes tant sur de l'échange, sur du physique. Accompagnement d'un collègue dans la constitution de son dossier RQTH et voir son sourire à l'issue. Merci Christelle pour ce témoignage. Et là, je me tourne vers vous, du coup, Alexandra, vous qui avez vécu cette formation. J'ai plein de questions, mais déjà, comment ça s'est passé? Quel est votre ressenti? Je suppose que vous avez fait également l'exercice de gratitude. Voilà, est-ce que
qu'est-ce qui vous a aussi poussé en fait à suivre cette formation qui sort un peu des sentiers battus et du coup à peut-être vous re-questionner et sur le bien-être et votre position? Enfin pardon, je vous laisse la parole du coup, mais j'ai hâte de savoir. Alors oui, effectivement, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et aussi notamment par Tiffaine sur le fait que, voilà, par manque de ressources, par manque de peu importe, ou par les dossiers qui tombent les uns sur les autres, etc., on fait un constat d'un temps. Alors, excusez-moi, j'ai même pas dit bonjour à tous et à tous, pardon. Bonjour. Mais voilà, je me lance directement. Et effectivement, par rapport à ce constat, le fait de se dire et pour soi-même, essayer justement de trouver des outils, de trouver des pistes pour réussir à décompresser, réussir de temps en temps à se poser, parce que sinon finalement on ne s'arrête jamais. On ne déjeune pas, enfin voilà, à un moment donné, c'est pas bon pour sa santé. Je suis alors certes correspondante handicap, mais également responsable d'une équipe de 10 personnes. Donc, en fait, c'est aussi pour trouver potentiellement des pistes et des outils pour que, au sein de l'équipe, on puisse aussi parfois sortir ou la tête de l'eau ou lever le nez du dossier pour prendre le temps d'échanger, de rire, de déjeuner. Enfin, voilà. Et puis, voilà, on est le service. Donc, on accompagne les personnels en situation de handicap, on accompagne les personnels avec des difficultés potentielles de santé ou autres, puisque je fais partie d'un groupe RH où on étudie les situations difficiles. Le pôle d'appui RH gère aussi l'action sociale et tout ce qui est aide exceptionnelle, capitaux d'essai, etc. Donc, on est amené très régulièrement, ainsi que les collègues, à avoir des liens, je dirais, avec des personnes qui vont pas toujours très bien. Et donc, ça peut aussi aider parce que psychologiquement, de prendre toujours tout ça tous les jours un peu en face, c'est pas forcément toujours évident. Donc, c'était voilà ces pistes-là, et individuellement, et pour l'équipe, et puis voir si on pouvait développer d'autres choses. L'idée première de participer. Et ça a fait du bien. Alors, voilà, un très grand bien, parce qu'effectivement, on ne prend pas le temps, malheureusement, de se poser. Et c'était une très belle journée. Là, l'exercice, effectivement, c'est un de mes outils que j'ai mis en place sur le fait de se dire plutôt en fin de journée et justement plutôt avant de retrouver ma famille pour éviter de rester sur les nerfs de la journée ou sur l'excitation ou le stress de la journée, d'essayer de penser à ces côtés positifs pour peut-être se rentrer voilà, en étant plus positif et en oubliant un petit peu cette fatigue et de se dire ben, aujourd'hui j'ai traité un dossier, aujourd'hui j'ai réussi à peut-être à échanger avec une personne et à lui trouver des solutions ou voilà, à déjeuner avec des collègues ou à prendre le temps de le discuter. Enfin, voilà, que ce soit personnel ou dans le cadre du travail, à mettre toutes ces choses en place. Et c'est vrai que ça fait du bien. On ne prend pas le temps de se poser. Oui. Et donc là, vous avez pris du temps pour vous, pour mieux vous sentir et dans le rapport avec vos collègues ou dans vos missions, vous avez senti aussi des principes ou des exercices que vous mettez en place au quotidien et qui facilitent vos échanges ou Alors effectivement, alors là, moi, la formation, je l'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je testais aussi de mon côté pour savoir ce qui pouvait fonctionner ou pas. Donc là, derrière, d'ailleurs, sur mon tableau, j'ai les 3 points où il faut penser à se détendre ou voilà, écouter de la musique, etc. Ces fameux 3 points positifs dans la journée. Voilà, ces choses-là que je laisse sous les yeux pour ne pas oublier. Et pour pouvoir les partager. Alors, soit pour qu'on puisse faire ça de manière collective, mais soit en fonction de comment se sentent les collègues, leur donner des pistes en disant ça fonctionne, essayez de tester, même si ça peut vous paraître un petit peu, voilà, un petit peu justement décalé au départ, mais ça fait du bien. Parfois, on peut en rire. Et ça peut, voilà, ça fait du bien. C'est pas ça peut, c'est ça fait du bien de se détendre. Et c'est pas une perte de temps parce que effectivement, on peut se dire bon, alors ça va me faire perdre du temps. Non, c'est du positif et c'est du bénéfice pour ensuite, parce que de toute façon, cette journée-là aussi m'a permis de me dire
eh bien, il y a du stress, des dossiers, du travail, il y en aura tout le temps. Donc, à un moment donné, ça sert à rien de s'exciter ou de s'énerver ou de stresser parce que c'est pas terminé. En fait, c'est tout le temps comme ça. Donc déjà, d'accepter ce fait-là, de voir à quelle limite il faut aller pour justement pas non plus tomber dans l'épuisement, etc. Parce que je sais aussi que, étant assez dynamique, j'aime bien ce rythme, mais jusqu'à un certain point, parce que parfois, la limite est franchie et après, voilà, si on continue comme ça, c'est l'épuisement, c'est tout un tas de choses et qui vont plutôt être négatives et qui n'apportera aucun bénéfice, ni personnel, ni à la famille, ni à l'équipe, etc. Donc, voilà. Et merci. Et vous êtes aussi de ce que vous dites de cette idée aussi dont Jean-Christophe nous parle au début, dans la transmission. Et du coup, c'est vous qui faites aussi ce lien avec vos collègues et de formation, de leur dire là, peut-être, arrêtez-vous un peu, prenez le temps de respirer, prenez des exercices. Et Oui. donc c'était la... Pardon. Oui, alors justement, alors c'est vrai que c'est tombé un petit peu. On a un projet là en ce moment au niveau académique par le souhait du secrétaire général donc de l'académie de réfléchir. Alors c'était très concret puisque c'est sur un petit peu les dossiers notre organisation, on va dire générale, mais justement ça contribue à cette prise de temps de réflexion sur notre organisation. Donc, bon, tous les services en sont chargés. Et effectivement, voilà, parfois, comme on ne prend pas ce temps de réfléchir sur nos organisations, pour essayer de gagner du temps, sur le temps qui évolue, les besoins qui sont différents et cette qualité de vie au travail qui compte beaucoup plus, je pense, chaque jour peut-être, et là, on en prend plus conscience. Et en fait, ce travail-là correspond un petit peu aux dates de formation et ça nous permet de se poser quelque part et de se dire, alors, est-ce qu'on peut gagner du temps? Est-ce qu'on peut améliorer? Et pour nous, et pour le service rendu. Et tout cela contribue et finalement, on prend ce temps de se poser. Et ça, c'est important parce qu'on sait que là, certes, on, entre guillemets, perd peut-être du temps, mais on sait qu'on va en gagner plus tard et en gagner et en temps et en différentes manières, parce qu'on le sait aussi, c'est que si tout le monde va bien, le travail derrière s'en ressent, on vient travailler avec plus de plaisir, les journées se passent mieux, etc. Et quelque part, c'est pas parce qu'on va se détendre 5 ou 10 minutes que le travail ne sera pas fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage, Alexandra. Et merci Tiffaine aussi. Je vois que les exercices ont bien fonctionné, que les acquis sont acquis et que ça se développe. J'ai peut-être une petite dernière question pour vous, Alexandra, par rapport à votre rôle de correspondante handicap. Là, on parle beaucoup de QVCT et cette formation est en lien avec les QVCT. Est-ce que vous faites un lien, vous, avec les politiques handicap et qu'est-ce que ça a pu vous apporter, justement, vraiment cette formation par rapport à cette casquette plus spécifiquement sur le handicap? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait régulièrement des personnes qui sont en situation de santé compliquée ou en situation de handicap compliqué, parce que on s'aperçoit, alors le rôle du correspondant handicap aussi que je suis, c'est certes, c'est aussi développer la sensibilisation, l'information, la communication et la sensibilisation à la fois des personnes pour qu'elles se déclarent ou du moins qu'elles nous contactent en cas de difficulté, mais la sensibilisation des équipes qui accueillent ou qui sont autour de personnes en situation de handicap et qui osent ou pas déclarer le handicap. Bon, ça, c'est aussi parfois un changement de mentalité, mais du fait que ces personnes-là, on en a assez régulièrement qui ne déclarent pas, qui compensent au maximum, donc qui nous arrivent des fois dans un état de santé assez délicat. Et parfois, les aménagements à mettre en place sont un petit peu difficiles parce qu'ils ont un peu laissé traîner et leur état de santé s'est un peu dégradé. Et justement, je pense que ça peut aider aussi à leur donner des outils, justement, peut-être m'aider dans mon discours aussi, dans mes échanges, dans mes propos avec eux, de leur donner des pistes aussi, parce que c'est valable pour nous, mais c'est valable finalement pour tout agent. Or, on est 43 000 dans l'académie. Et effectivement, pour trouver des pistes, voilà, peut-être pour rassurer, parce que moi, si je suis aussi mieux,
j'accueille certainement mieux et je peux prendre du recul par rapport à tout ce que je peux entendre tout au long de la journée. Et ça permet certainement de mieux accueillir les propos, les discours ou ce que j'entends. Ok, donc tu as un vrai lien. Merci beaucoup. Et Jean-Christophe, j'ai l'impression que du coup, le contrat a été rempli de la mise en place de ce dispositif. Est-ce que Jean-Christophe, vous pouvez nous parler de la suite peut-être? Parce que là, il y a eu 3 sessions de formation. Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin encore, de former d'autres personnes ou... Oui, alors donc dans une session particulière qui était destinée aux professionnels RH, donc on avait une séquence de travail un peu particulière qui était de voir avec eux comment demain ils allaient pouvoir mettre en œuvre ça dans leur service. Bon, les formations sont récentes, on n'a pas encore fait l'évaluation, on n'est pas revenu auprès des services pour savoir comment cette expérience avait été diffusée, mais au vu des bons retours qu'on a eus à l'issue des formations, donc on continue sur ce projet cette année et on a notamment déposé un dossier dans le cadre d'un appel à fonds, un fonds d'innovation pour l'amélioration des conditions de travail, pour pouvoir poursuivre cette démarche sur 2023. D'accord. Et j'ai une dernière question pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont du coup peut-être dans une démarche aussi de développer les démarches QVCT en interne. Est-ce que Jean-Christophe, vous auriez un conseil pour passer ce premier pas ou pour se lancer et débuter quelque chose? Il y a le premier point pour moi qui est toujours important qui est, mais il faut effectivement que ça réponde à un besoin dans votre structure, hein, donc que l'action elle soit cohérente par rapport à vos objectifs. Et après, je pense que sur un sujet comme ça, il faut oser y aller. Hein, vous parliez en introduction un peu de la notion de bien-être qu'on associe un peu à la bienveillance, au mode des bisounours. Là, il y a vraiment des choses très sérieuses. Hein, c'est vraiment lié au monde du travail. Donc, nous, on a la chance de notre place de pouvoir expérimenter, innover. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à sauter le pas maintenant sur des sujets comme ça. Très bien. Et je vois dans le chat également qu'on a d'autres témoignages effectivement d'actions que vous avez pu développer avec des séances quotidiennes d'étirement, la prise de poste, les impacts, effectivement. C'est voilà, se lancer, on ne peut pas aborder tous les chantiers en même temps, mais se lancer étape par étape. Juste Catherine, il y avait une question, je ne sais pas si c'est peut-être plutôt pour Alexandra sur parce que moi c'est peut-être moins à moi d'y répondre, mais sur comment est vécue cette expérience ou cette mise en place par la direction de votre établissement et la démarche QVCT est-elle déjà bien engagée dans votre structure? Donc c'était peut-être pour Alexandra plutôt. Je me permets de la poser parce qu'elle est super intéressante. Alors après, c'est vrai qu'en termes d'amélioration de conditions de travail, il n'y a pas que forcément en lien avec le handicap ou autre. Il y a le télétravail qui améliore les conditions de travail. On essaye de faire en sorte, c'est mon service aussi qui gère tout ce qui est télétravail. On essaye de mettre en place de la souplesse avec les chefs de service, etc. Tout au long de l'année, on peut annualiser le temps de travail. Enfin, il y a ce genre de choses. On va mettre normalement en place une formation sur la prévention des troubles musculo-squelettiques pour les personnels administratifs aussi. Parce que moi, depuis que je suis correspondante handicap, je vois aussi que je ne suis pas du tout bien positionnée, par exemple, sur mon poste de travail. Donc, on essaye d'améliorer ce genre de choses. Et voilà, les chefs de service peuvent… Mais en tout cas, c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que c'est important que ce soit porté, que ce soit par chef de service ou voire même plus haut. Et là, nous avons recteur, secrétaire général ou DRH qui sont tout à fait dans ce domaine-là, parce qu'il faut que ce soit porté, parce que parfois, des étirements, un temps pour… On se dit, c'est pas vraiment du travail. Il y en a alors à côté qui bossent. Et c'est ça aussi, cette mentalité à se dire, mais c'est pas parce que là, pendant 5 ou 10 minutes, non, si on est mieux, tant mieux, on peut prendre ce temps. Et c'est important. Après, il existe différents moyens d'améliorer les conditions de travail. On veut développer une plateforme aussi de covoiturage. Ça permet aussi aux gens de se rencontrer, donc de discuter avec, puisque en général, forcément, les enseignants ne rencontrent pas toujours les personnels administratifs ou autres. Enfin, il y a différentes choses qui se mettent en place. Moi, je travaille avec le service de prévention, donc il y a toutes ces petites choses, toutes les interventions que je peux faire au titre du handicap pour informer, pour sensibiliser. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a
du gros travail. Mais c'est vrai que c'est important que ce soit aussi porté, parce que parfois on peut entendre qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais pas aller m'étirer au bureau devant mes collègues. Mais justement, et parfois ne serait-ce qu'un déjeuner ou autre, ne serait-ce qu'au sein d'un service ou à des journées organisées spécifiques, de voir les collègues en dehors du travail ou sur un moment particulier, c'est important parce qu'on discute d'autres choses, on se voit différemment, alors que parfois, quand on se voit que dans le milieu du travail, on est, je dirais pas un peu coincé, mais il y a des sujets qu'on veut pas aborder, il y a des... voilà, et ça améliore la détente d'une manière globale. Oui, il y a cette importance du collectif et de l'échange autre, et c'est aussi de ce que j'entends de votre témoignage et ce qui ressort également du chat avec là, je vois la proposition de Christelle sur l'initiative d'un club de lecture au moment de la pause méridienne, du coup des autres échanges et une autre manière de rencontrer ses collègues et qui aussi favorise ces politiques QVCT parce qu'on va vers l'autre de manière complètement différente. Et je vois l'heure en même temps dans le chat et l'heure qui tourne et déjà Emeline qui nous a mis un petit questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup Emeline et je vous invite tous à y répondre. Jean-Christophe, Tiffaine, Alexandra, est-ce que avant qu'on clôture d'ici quelques minutes, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à cette expérience ou est-ce que vous avez une bonne pratique ou une envie à communiquer en clôture de ce webinaire pour prendre peut-être mieux soin de nous-mêmes et de ses collègues? Moi, je veux bien juste faire un petit commentaire. Je commence, je me lance. Déjà, merci pour toutes vos suggestions. Je vois qu'il y a plein de choses et puis je prends la parole en même temps pour répondre à Michael qui nous dit il y a des agents qui ont des situations privées difficiles, qui ont du mal à mettre de côté leurs difficultés. Donc, quel est le positionnement managérial à avoir? Bon, ce serait très prétentieux de répondre en 30 secondes. Mais du coup, je vais élargir en répondant de manière générale. On a tous, en tant que collègues, une responsabilité aussi de se dire comment va mon collègue d'à côté. En fait, je vous dis ça parce que en ce moment se développe une formation de premier secours en santé mentale. C'est un peu la posture de se dire être vigilant les uns les autres à l'état psychique des uns et des autres. Et en premier secours en santé mentale, c'est une formation citoyenne, un peu comme les premiers secours physiques. Voilà, quand ça va pas trop, quand il y a un collègue qui est anxieux, qui est stressé, etc., comment je peux avoir la meilleure posture? Et je trouve que ça s'applique dans le cadre du management, mais aussi dans le cadre de tout collègue, en fait. Et dans cette formation, on vous apprend, par exemple, à avoir un cadre d'écoute active. L'écoute, ça se décrète pas, ça se travaille, ça se pratique. C'est pas. Alors vous avez des métiers d'accompagnement, donc vous êtes quand même des professionnels de l'écoute, on va dire, mais il faut toujours pouvoir se pousser dans ses retranchements pour être présent, sans jugement, d'avoir sa porte ouverte, mais de le faire savoir, tout sans être trop invasif, mais voilà, d'avoir cette posture d'écoute active. Et deuxième conseil, de pouvoir rediriger vers l'aide de professionnels quand c'est nécessaire. Je crois qu'on est tous des maillons de la chaîne d'accompagnement en tant que correspondant handicap, en tant que RH, en tant que directeur de service. C'est pas sur vous que doit reposer toutes les solutions. Donc, il faut pouvoir aussi passer le relais quand c'est nécessaire. Il y a des personnes qui sont pas bien et pour lesquelles il va falloir un accompagnement, peut-être un accompagnement médical d'ailleurs. Donc, tout ce qu'on va faire sur la QVT ne va pas remplacer la nécessité parfois d'être accompagné par des professionnels de santé mentale. Ou voilà. Donc, il faut aussi pouvoir passer les relais nécessaires. Voilà le petit commentaire que je voulais faire. Merci Tiffaine. Alexandra, Jean-Christophe, je me tourne vers vous pour... Oui, Jean-Christophe. Oui, moi, l'ouverture là, sur effectivement les activités un petit peu extra-professionnelles, ça me fait penser à un appel à projet actuel. Alors, on parle de santé mentale, mais cet appel à projet, justement, il est sur les activités physiques et sportives, un peu dans le cadre de l'accompagnement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Là. Donc, la DGAFP, le ministère des Sports, lance un appel à projet sur des actions collectives pour lutter contre la sédentarité, faire de l'activité sportive et aussi un peu le côté challenge entre agents, entre services. Alors, je trouve que c'est un côté un peu innovant aussi, puis qui peut développer cet aspect activité qui peuvent donner du lien dans un collectif. Voilà. Donc, c'est ouvert. Je fais de la pub pour ce dispositif. Les dossiers sont à déposer avant le 4 février, je crois. Donc, rapprochez-vous de vos PFRH
si vous êtes intéressé par le sujet. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alexandra, en 1 minute. Oui, non, moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il faut, comme on disait tout à l'heure, sauter le pas pour ce type de formation parce que c'est vraiment des bons moments, voilà, même ne serait-ce que pour soi et se dire, voilà, c'est important de prendre le temps pour soi. Et comme disait Tiffaine, on a effectivement des situations parfois donc un petit peu complexes, le côté privé des fois qui impacte sur le côté professionnel. C'est important effectivement de dire qu'on est à l'écoute. Ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, ça prend du temps d'écouter. Enfin, le côté RH, on sait bien que ça prend du temps, mais je pense que c'est vraiment indispensable pour que les collègues, plus ou moins proches, se sentent bien et parce que c'est le collectif, quelque part, qui après va mieux. Super. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Et pardon, on a dépassé de quelques minutes, mais c'était un peu dur de vous couper parce qu'on a appris plein de choses et merci encore. Merci à tous les participants d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu trouver réponse à certaines questions et l'envie de développer vos démarches QVCT. Merci à tous et du coup, à très bientôt. Belle fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.